En 1997 sort le film Titanic, inspiré du célèbre naufrage. Ce film, réalisé par James Cameron, restera pendant une période record de 12 ans le plus grand succès de l'histoire du cinéma au box-office mondial, générant des recettes de plus de 2 milliards de dollars. Pourtant, de nombreux obstacles ont failli faire capoter le projet. Le ras-le-bol d'une partie de la production, l'empoisonnement d'un repas de l'équipe, des maladies, des retards de planning, un budget trop gonflé, et même Harrison Ford qui est venu mettre son bâton dans les roues. Mais pour quelles raisons ? Et comment, malgré tous ces obstacles, James Cameron a-t-il mené à bien ce projet titanesque qui a finalement battu des records historiques dans l'histoire du cinéma ? Les réponses à toutes ces questions et des anecdotes croustillantes vous attendent dans ce documentaire. Laissez-moi vous raconter l'histoire du film Titanic. En 1912, le paquebot Titanic a fait naufrage dans l'Atlantique Nord à la suite d'une collision avec un iceberg. Depuis, cette histoire dramatique a fait l'objet de plusieurs adaptations pour le petit et le grand écran. Avant le film de James Cameron, la version cinématographique la plus connue était probablement A Night to Remember, réalisée en 1958 par Roy Ward Baker. En 1992, James Cameron a déjà été couronné de grands succès commerciaux, notamment Terminator, Aliens 2 et Abyss. Cameron a toujours été fasciné par les épaves, et notamment celle du Titanic. Au fil des années, il a suivi les recherches qui ont été entreprises sur l'épave. Elle lui inspire une idée qu'il s'empresse de griffonner sur son cahier de notes. Une histoire d'amour qui se déroulerait dans le contexte du célèbre naufrage. Ces notes ne sont à ce stade qu'une simple ébauche. Peu après, il reçoit une invitation pour assister à la projection du film IMAX Titanica. Un film qui a été réalisé à partir d'images tournées de l'épave du Titanic. En voyant ces images, il se dit qu'il veut lui aussi organiser sa propre expédition et plonger sur l'épave pour la découvrir de ses propres yeux. Mais pour cela, il lui faut un financement. Puisqu'il a les faveurs d'Hollywood, c'est là qu'il décide d'aller le chercher. Quand Cameron rencontre les dirigeants de la Fox, il leur présente un projet de scénario comme un Roméo et Juliette sur le Titanic. Les cadres de la Fox ne sont pas vraiment convaincus du potentiel commercial. Ils auraient préféré un film d'action similaire au précédent de Cameron, quelque chose dans la même veine que Terminator. Ils approuvent toutefois le projet, tout simplement parce qu'ils veulent entretenir une bonne relation sur le long terme avec le réalisateur. Ils donnent leur accord pour financer le film, de même qu'une série d'expéditions sous-marines pour filmer l'épave. Ce n'est qu'en 1995, après son film True Lies, que Cameron participe à une douzaine de plongées sous-marines sur l'épave. Cameron parvient à pénétrer dans l'épave grâce à une caméra télécommandée. C'est ainsi qu'il filme l'une des 2 suites de luxe, dites des millionnaires, et la salle de réception. Lors de ces expéditions, Cameron prend la mesure de la grande responsabilité de transmettre le message émotionnel de l'histoire. Il se dit qu'il n'y aura peut-être jamais un autre cinéaste pour visiter l'épave. Il veut que son film donne au public l'expérience de vivre l'histoire. Cameron travaille sur l'écriture d'une version définitive du scénario. Mais pour ça, il a besoin de bien connaître la véritable histoire du Titanic. Voulant honorer les personnes décédées, il passe 6 mois à faire des recherches sur l'équipage et les passagers. Il crée une chronologie détaillée des événements du voyage et du naufrage. Une chronologie qu'il fait vérifier par des experts. Il est notamment aidé par 2 historiens spécialistes du sujet, Don Lynch et Ken Marshall, dont le livre La grande histoire illustrée du Titanic avait impressionné Cameron. Dans le scénario, il reprend quelques éléments de la version de 1958, A Night to Remember, notamment certains dialogues et certaines scènes, comme celle de la fête animée des passagers dans l'entrepont, ou celle des musiciens qui se mettent à jouer pendant que le navire coule. Certains témoignages rapportés par les survivants nourrissent aussi le scénario et les dialogues, comme la phrase qu'un père dit à ses 2 filles embarquées sur un canot « On se dit au revoir pour un petit moment ». Le scénario est désormais au point et il faut maintenant trouver les acteurs qui incarneront les personnages. Pour jouer le rôle de Jack Dawson, le studio envisage plusieurs acteurs, notamment Matthew McConaughey, qui jouera plus tard dans Interstellar, mais aussi Chris O'Donnell, qui avait incarné Robin dans Batman Forever, et aussi Tom Cruise. Mais Cameron veut un acteur plus jeune. C'est Mally Finn, la directrice de casting, qui le convainc d'engager le jeune Leonardo DiCaprio. Pour le rôle de Rose, les possibilités sont nombreuses. On pense à Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Jodie Foster, Cameron Diaz, Sharon Stone et même Madonna. Mais c'est finalement Kate Winslet qui finit par décrocher le rôle. La première rencontre entre Winslet et DiCaprio confirme d'ailleurs qu'ils ont le talent et l'alchimie nécessaires pour donner vie à la romance entre Jack et Rose. Robert De Niro est pressenti pour incarner le capitaine Smith et il accepte le rôle. Mais en dernière minute, il doit se décommander à cause d'une infection gastro-intestinale. C'est finalement Bernard Hill qui le remplace au pied levé.
Mais il est encore loin de mesurer l'impact de cette opportunité. Je vous en parle tout à l'heure. Bernard Fox, qui joue le rôle du colonel Archibald Gracie, a une particularité. C'est le seul acteur qui a joué dans Titanic de James Cameron en 1997, mais aussi dans A Night to Remember en 1958. Dans A Night to Remember, il incarnait le marin qui donne l'alerte après avoir vu l'iceberg. Billy Zane interprète le fiancé de Rose. Amusant de savoir que le prénom et le nom du personnage, Caledon Hockley, sont en fait les noms de 2 petites villes de l'Ontario où vivent l'oncle et la tante de James Cameron. Comme le tournage s'annonce complexe, on le prépare le mieux possible en amont. Une maquette à taille réelle est construite d'après les plans originaux du navire. Pour faire des économies, seul un côté de la coque est construit, le flanc tribord. Pourtant, le jour de son départ, c'était le flanc bâbord que le vrai Titanic présentait au quai. Il est donc décidé que la scène du départ du Titanic sera tournée à l'envers et qu'elle sera mise dans le bon sens en post-production. Les accessoires, costumes et véhicules qui seront utilisés pour la scène sont donc conçus avec des inscriptions inversées dans ce but. Des décors intérieurs sont également créés, comme la salle à manger de première classe et le grand escalier. Ils sont conçus de façon à pouvoir être inclinés et immergés pour les scènes du naufrage. D'autres, comme celui du fumoir, ne peuvent être inclinés, mais des astuces permettront d'en donner l'illusion. Les acteurs devront simuler eux-mêmes l'inclinaison du navire en se penchant de côté, et la caméra sera également penchée. Pour renforcer l'illusion, des accessoires spéciaux seront placés dans ce décor, comme des verres avec un contenu solide et incliné. D'autres décors ne sont créés qu'en maquette à petite échelle, comme le salon de première classe. Pour les scènes se déroulant dans cette pièce, les acteurs seront filmés sur un fond vert pour être ensuite intégrés dans le décor à petite échelle au moment de la post-production. Enfin, la salle des machines n'est construite qu'à moitié et l'on se servira d'un grand miroir pour refléter le reste. Comme le grand plateau de tournage n'est pas tout à fait prêt, James Cameron et son équipe cherchent des scènes à tourner, même si elles ne sont pas dans l'ordre prévu dans le montage. C'est la raison pour laquelle la scène du dessin est la toute première de DiCaprio et Winslet ensemble. James Cameron aurait préféré la tourner à un moment où les acteurs se connaissaient mieux, mais il trouve avec le recul qu'on sent une nervosité, une énergie et une hésitation en eux, ce qui pour lui rend la scène réussie. À noter que c'est Cameron l'auteur des dessins de Jack. Ce sont d'ailleurs ses mains que l'on voit dans la scène où Jack dessine. Le tournage de Titanic est d'une ampleur démesurée. La logistique est extrêmement complexe et le projet devient une véritable épreuve pour Cameron et son équipe. On trouve le réalisateur intransigeant et impitoyable. Son perfectionnisme légendaire se traduit notamment par un nombre considérable de prises pour une même scène, ce qui ne fait qu'accroître les tensions et l'exaspération de certains, au point qu'on le surnommera l'homme le plus effrayant d'Hollywood. À force de passer des heures dans l'eau froide, de nombreux acteurs tombent malades, y compris Kate Winslet. De plus, l'actrice se fracture un os et craint de se noyer dans le gigantesque réservoir d'eau. Plusieurs membres de l'équipe quittent la production et 3 cascadeurs se cassent des os, mais le syndicat des acteurs, après enquête, conclut que rien n'était intrinsèquement dangereux sur le tournage. Cameron dira « Je suis exigeant, mais je pense qu'il faut avoir une méthodologie assez stricte pour traiter avec un grand nombre de personnes et gérer une logistique importante. » Un soir d'août, après des prises de vue, un membre de l'équipe empoisonne un repas de cantine en y injectant de la phéncyclidine, un psychotrope hallucinogène. Lewis Abernethy, l'un des acteurs, raconte « Il y avait des gens qui roulaient partout complètement perdus, et certains d'entre eux disaient qu'ils voyaient des stries. Cameron réussit à se faire vomir avant que la drogue ne prenne complètement effet, mais selon Abernethy, il avait un œil complètement rouge, comme l'œil de Terminator. 56 personnes dont Cameron sont transportées à l'hôpital et mises en quarantaine. Une enquête a lieu, mais le responsable de l'empoisonnement ne sera jamais identifié. Un réservoir fermé de 19 millions de litres est utilisé pour inonder les intérieurs. Pour le grand escalier, 340 000 litres d'eau sont déversés. Ce n'était pas prévu, la force de l'inondation arrache l'escalier de ses fondations en acier. Heureusement, personne n'est blessé. James Cameron prend lui-même des risques pour ne pas engager la sécurité de son équipe. Il endosse une combinaison de plongée et prend la caméra pour filmer une scène périlleuse, celle de la mort du capitaine Smith. Dans la cabine, il n'y a qu'un cascadeur vêtu de la tenue du capitaine. Cameron filme les images au moment où des trombes d'eau viennent inonder la pièce. La scène culminante qui présente la rupture du navire juste avant son naufrage et sa plongée au fond de l'Atlantique a nécessité un décor grandeur nature reconstitué dans ses moindres détails. La structure est coupée en deux pour faciliter le tournage et l'immersion, la partie avant pouvant s'abaisser pour s'immerger et la partie arrière pouvant se dresser à la verticale. 150 figurants et 100 cascadeurs participent à la scène. Cameron veut que l'on voit des gens tomber du pont qui s'inclinent de plus en plus et rebondissent sur les garde-corps et les hélices pendant la chute.
Quelques tentatives de tournage de cette séquence avec des cascadeurs entraînent des blessures mineures. Cameron décide alors de mettre fin aux cascades les plus dangereuses. Celles-ci seront réalisées en post-production avec des personnages virtuels. Les scènes post-naufrage dans l'Atlantique glacial sont tournées dans un réservoir de plus de 1 million de litres. Pour donner l'illusion de cadavres gelés, de la cire est appliquée aux cheveux et aux vêtements des acteurs et une poudre spéciale versée sur leur corps cristallise lorsqu'ils sont exposés à l'eau. Le calendrier prévoyait 138 jours de tournage, mais il dure au final 160 jours, ce qui fait passer le budget initial de 110 millions à 200 millions de dollars. Pour ne rien arranger, la presse cinéma ajoute son grain de sel en publiant des rumeurs sur les conditions de tournage et les dépassements budgétaires. Cameron est suspecté à tort d'être peu regardant sur la sécurité de son équipe, et Titanic est considéré comme l'exemple même du film à gros budget irresponsable. Des journalistes prédisent même un bid commercial qui ruinera la Fox. Les dirigeants de la Fox paniquent et remettent en question le projet dans son ensemble. L'idée de transformer le film en mini-série est évoquée, mais c'est celle de réduire le film d'1 heure qui est avancée par la production. Cameron refuse catégoriquement et dissocie à la Fox. « Vous voulez couper mon film ? Vous allez devoir me virer. Vous voulez me virer ? Vous allez devoir me tuer. » Les dirigeants de la Fox sont alors dans l'embarras, car tout recommencer de zéro signifierait perdre la totalité de leur investissement. Pour minimiser les risques, ils contactent alors un autre studio, Paramount Pictures, avec lequel ils conviennent de partager les coûts et les droits de distribution. La Fox conserve les droits de distribution internationaux et vend les droits nationaux à Paramount en échange d'une participation de 65 millions de dollars. Cameron veut repousser les limites des effets spéciaux avec les évolutions de la technologie numérique dont il a déjà été le pionnier sur ses films Abyss et Terminator 2. Deux sociétés s'y attellent, Digital Domain et Pacific Data Image. Les effets spéciaux sont supervisés par Rob Legato et doivent notamment montrer le navire lors de la traversée, puis au moment du naufrage, dans des plans d'ensemble. On anime des personnages virtuels, y compris les personnages principaux, sur une petite maquette du navire. C'est notamment le cas dans le plan où Jack et Fabrizio sont à la proue, tandis que la caméra survole le navire. Les producteurs du film l'ont surnommé « le plan à 1 million de dollars ». Pour rendre ce plan possible, des acteurs ont tourné sur fond noir avec des costumes noirs munis de ronds semblables à des balles de ping-pong. Puis des informaticiens s'en sont servis pour reconstituer une doublure virtuelle reprenant les mouvements de l'acteur. C'est le principe du motion capture ou mocap que James Cameron réutilisera pour Avatar. Et comme je le disais tout à l'heure, les passagers qui chutent lorsque la partie arrière du navire s'élève au-dessus des eaux sont des personnages virtuels. Lorsque les héros s'embrassent avant le plongeon final du navire, ils se trouvent sur un décor d'une quinzaine de mètres au-dessus d'un fond vert. Le reste du navire, les chutes, les remous de l'eau et d'autres éléments sont ajoutés par la suite en post-production. Digital Domain a également créé la séquence informatique qui simule le naufrage au début du film. Cameron voulait en effet que le naufrage soit expliqué dès le début du film pour pouvoir ensuite se concentrer sur l'action. James Cameron a écrit le scénario de Titanic en écoutant le travail de l'artiste irlandaise Enya. Mais comme celle-ci décline l'invitation à composer pour le film, Cameron choisit James Horner. Les deux hommes avaient cessé toute collaboration après une expérience de travail tumultueuse sur Aliens. Mais Titanic leur a permis de renouer et a même cimenté une collaboration fructueuse. James Horner avait l'idée d'une chanson pour le film, mais Cameron ne voulait pas en entendre parler. C'est donc à son insu que le compositeur a demandé à Céline Dion d'enregistrer sa voix en studio. Il a ensuite attendu que Cameron soit d'humeur appropriée avant de lui présenter la chanson. Après l'avoir écoutée plusieurs fois, Cameron a finalement donné son feu vert. Cette chanson, My Heart Will Go On, sera récompensée par un Oscar. Elle deviendra un succès mondial et restera 16 semaines à la première place des ventes aux États-Unis avec 18 millions d'exemplaires vendus. Elle sera en tête des ventes dans plus de 25 pays et deviendra le single le plus vendu en 1998. La musique de Titanic deviendra quant à elle la bande originale orchestrale la plus vendue de tous les temps. Le film est prévu pour une sortie en salle le 2 juillet 1997. Mais 3 mois avant, Cameron déclare que les effets spéciaux du film sont trop complexes et que la sortie du film à cette date sera tout simplement impossible. Conscient de l'impact financier qu'un report implique, il fait savoir qu'il est prêt à renoncer à ses royalties. Si cette décision était approuvée, cela voudrait dire qu'il ne toucherait pas un centime pour les 3 ans de travail qu'il aura consacré à ce film. Mais Bill Mechanic, chef exécutif de la Fox, soutient le réalisateur et refuse son offre. Pour accorder à Cameron les délais nécessaires de finition, les studios reportent la sortie du film de 3 semaines, plus précisément au week-end du 25 juillet 1997. Mais les studios se heurtent à un nouveau problème.
Quand Harrison Ford apprend que Titanic doit sortir au cours de ce week-end-là, le même week-end que son film Air Force One, il annonce à la Paramount, qui avait produit le lucratif Indiana Jones, que si Titanic sort le même week-end ou à une date proche de son film, il aura beaucoup de mal à retravailler avec eux dans le futur. C'est une menace qui force le studio à la réflexion. Comme la Paramount ne veut pas compromettre ses relations avec l'acteur, on décide de repousser la date de sortie publique de Titanic au 19 décembre 1997 aux États-Unis et au Canada. Elle suivra en janvier 1998 dans la plupart des pays d'Europe. Milvina Dean était une passagère du Titanic. Elle n'était alors âgée que de 2 mois. Quand elle est invitée à l'avant-première du film, elle a 85 ans. C'est la dernière survivante. Elle décline l'invitation, déclarant que cela avait été déjà trop douloureux de voir A Night to Remember, le film de 1958, qui retraçait l'histoire du naufrage. Elle décédera en 2009, à l'âge de 97 ans. Avec un budget final de 200 millions de dollars, Titanic est, en 1998, le film le plus cher jamais produit. Mais les recettes seront tout aussi titanesques. En incluant les rééditions de 2012, 2017 et 2023, Titanic a généré une recette mondiale de plus de 2 milliards de dollars. C'est le premier film qui a franchi la barre symbolique du milliard et il enregistre des records de nombre d'entrées. L'année de sa sortie, il devient le film le plus rentable de tous les temps dans le monde, battant Jurassic Park qui détenait le record depuis 1993. En France, après avoir supplanté La Grande Vadrouille qui semblait indétrônable depuis 1966, Titanic reste à ce jour le film ayant remporté le meilleur score au box-office français avec plus de 21 millions d'entrées. Il a également été en tête du box-office mondial pendant 12 ans avant d'être rattrapé par Avatar en 2010, également réalisé par James Cameron. Titanic est nommé pour 14 Oscars, soit le plus grand nombre de nominations à égalité avec Eve, un film de 1951 avec Bette Davis. Sur les 14 nominations, il reçoit 11 Oscars. Le film égale ainsi le record historique de Ben-Hur en 1960. Parmi ces 11 Oscars, il y a celui du meilleur film, meilleur réalisateur, de la meilleure musique de film et de la meilleure chanson originale. Pour que le film voie le jour, Cameron avait renoncé à son salaire, mais il avait conservé ses royalties auxquelles il était prêt à renoncer grâce à l'intervention de Bill Mechanic. Il peut ainsi toucher un pourcentage des recettes et bénéficier du succès monumental du film. Le succès de Titanic donne une impulsion phénoménale à la carrière des acteurs principaux, en particulier Leonardo DiCaprio. Contrairement à Kate Winslet et Gloria Stewart qui jouaient le rôle de Rose âgée, DiCaprio n'est pas nommé aux Oscars, mais il devient, grâce à Titanic, un acteur convoité. De nombreuses fans tombent littéralement amoureuses de lui suite au film, un phénomène que les journaux baptisent la DiCaprio-mania. Kate Winslet, pour sa part, devient une actrice réputée et tournera dans de nombreux films, dont The Reader, pour lequel elle décrochera l'Oscar de la meilleure actrice en 2009. Bernard Hill, qui a remplacé Robert De Niro au pied levé pour jouer le rôle du capitaine Smith, voit sa carrière connaître un nouvel essor. Grâce à ce rôle, il obtient une visibilité qui lui permettra d'être choisi pour incarner le roi Théoden dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. À ce jour, il n'y a que 3 films qui ont reçu 11 Oscars dans toute l'histoire du cinéma. Ben-Hur, Titanic et le 3e volet du Seigneur des Anneaux. Bernard Hill est le seul acteur au monde qui a joué dans 2 de ces 3 films. J'espère que ce documentaire sur Titanic vous a plu et que vous avez appris des choses intéressantes. Si c'est le cas, vous pouvez liker et vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt pour un prochain documentaire.